Ah, génial. Par correction, pour ceux qui voudraient se connecter pile à 11 h, bah, il est 11 h. Bah, écoutez, bonjour à toutes et tous. Un très, très grand merci pour votre présence. On est très honorés et heureux que ce rendez-vous ait pu avoir lieu. En plus, en pleine quinzaine du commerce équitable, deuxième semaine qui bat son plein en France avec pas mal d'événements. Je salue avec beaucoup de reconnaissance la présence de Diane Simiou, qui est la commissaire adjointe au développement durable. Donc, c'est l'opérateur, le corps interministériel, disons, qui assure la transversalité du développement durable dans l'administration française. Et c'est une très grande chance. Merci beaucoup, Diane, d'être avec nous aujourd'hui. On va vous entendre dans quelques instants. Et également votre présence à toutes et tous. Pour ce premier rendez-vous un peu inaugural. Donc, les contacts ont eu lieu beaucoup avec mes collègues, que je vais vous présenter juste maintenant. Donc, vous avez Augustin Billedou, qui est la cheville ouvrière de ce séminaire ce matin, est responsable chez nous de plaidoyer, de développement des relations avec les élus, avec ceux qui passent des marchés publics en France. Vous avez Evelyne Messager, qui est notre responsable plus du côté des entreprises, de l'offre, un peu moins de la demande, mais qui est en lien étroit avec Augustin et moi-même pour l'animation de cette initiative, et qui connaît donc bien les offreurs de la restauration collective publique. Et puis, nous avons Jules Colombo, qui est l'ingénieur et le collaborateur qui a beaucoup développé et qui anime l'offre Max Havelaar désormais pour les territoires français. C'est-à-dire, on entendra Jean Tavernier tout à l'heure des maîtres laitiers du Cotentin, mais depuis 3 ans, nous avons décidé d'offrir des opportunités là où c'était possible à des territoires, de développer des boucles plus courtes en commerce équitable et qui valorisent au maximum les producteurs français qui en ont besoin. Et donc, voilà les mots de présentation. Alors, juste vous dire, cette initiative était dans les starting blocks depuis quelques mois. Vous avez beaucoup itéré avec Augustin ici présent. Mais pour ceux qui ne sont pas là, juste vous mentionner les noms de toutes les collectivités qui ont accepté de tenter ce projet innovant pour un peu, je dirais, casser la glace et faire avancer la commande publique équitable. Il y a Paris. Il y a des représentants des caisses des écoles de Paris, donc qui sont quasiment en autonome, comme des petites villes à l'intérieur de la grande collectivité qui est Paris, qui ont un pouvoir d'acheteur aussi. On les a rencontrés à l'anniversaire de Max Havelaar la semaine dernière, et ils ont rencontré des producteurs. Il y a Bordeaux, il y a Montpellier, il y a Strasbourg, il y a Toulouse, il y a Clermont-Ferrand, Montsartou. Merci Gilles Perrol d'être là. Vous êtes sans doute un des pionniers les plus emblématiques et connus de ce chantier depuis des décennies. Plouzané, Caudry, la région Occitanie, la région Grand Est, Argelès-sur-Mer et quelques autres, j'espère que je n'en ai pas oublié. D'autres, voilà, désolé, j'allais dire, il y a aussi quelques-uns qui n'ont pas forcément dit encore je veux être partie prenante pour toute l'année, mais qui sont très intéressés, Grenoble, Poitiers, Lyon, la région PACA, et désolé pour ceux que j'en ai oubliés. Hier, j'ai rencontré le conseil général d'Ille-et-Vilaine, je crois qu'il est avec nous. Bonjour, monsieur Guidoni. Bonjour. En quelques heures, c'est rendu disponible. Merci beaucoup d'être là. Et beaucoup d'autres, on l'espère. Donc, pardon, madame, est-ce que je vous ai cité finalement? Absolument. Pardonnez-moi, je n'avais pas coupé mon micro. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, pourquoi faire-t-il? Vous voyez qu'on a brandé un petit peu l'idée. Bien sûr, le mot contient lui-même finalement son sens. Essaimer, polliniser, développer. Je crois qu'on est nombreux à être frustrés du développement trop lent de la commande équitable et surtout que ceux qui sont très volontaristes et qui ont une bonne intention se sont vus souvent ces 20 dernières années opposer à un certain nombre d'obstacles, soit juridiques, soit techniques, soit même de valorisation de leur engagement et qui a pu parfois décourager. Il faut que ça cesse et donc nous on se met humblement mais très volontairement au service de cette grande idée que les marchés publics puissent être passés dans des bonnes conditions et au-delà du label. Max Havelaar est un label, mais on porte à cœur le commerce équitable bien au-delà du simple label que nous portons par ailleurs. Il faut que ça soit l'ensemble qui se développe, quelles que soient les démarches, du moment qu'elles sont rigoureuses. Voilà pourquoi on a choisi ce nom. Il exprime aussi, dans le faire anglais, bien sûr, la juste rémunération. Donc, je ne vais pas vous redire ce que vous connaissez, juste le mentionner très vite dans le contexte. D'abord, vous savez que le commerce équitable est pleinement dans les 50% de la loi Egalim.
Donc ça, c'est une belle nouvelle. Deuxièmement, il y a quand même eu cette mini-révolution, c'est-à-dire que nous qui étions un peu le label, je dirais, pionnier avec les filières principales, hein, il y a 1000 personnes dans le monde qui essaient de développer une quarantaine de filières pour vraiment que dans les grands pays de débouchés, il y ait de la matière possible pour les acheteurs. On est passé maintenant au nord-nord et on est hyper heureux d'avoir du lait et du blé. Jean Tavernier en parlera. D'autre part, dans les différents sondages qu'on fait, le contexte est quand même très favorable. Les produits responsables sont plébiscités par les parents d'élèves à 90% dans les enquêtes qu'on a faites. À 56%, ils demandent aussi du local. Vous savez ça, vous suivez, ce sont les administrés de vos villes, de vos régions. Sachez qu'il y a un baromètre annuel très dense proposé en novembre avec Opinionway. On a déjà 3 ans d'archives, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous voulez regarder les catégories socio-professionnelles, le type de personnes, qu'est-ce qu'elles défendent le plus dans notre batterie de questions. Et enfin, les collectivités elles-mêmes, c'est-à-dire vous, bien sûr, ça va sans dire, vous êtes sensible à la juste rémunération des agriculteurs. C'était 27% dans notre baromètre, mais certaines d'entre vous affichent maintenant des ambitions à 100% qui font écho à l'Italie qui a passé dans la loi maintenant l'obligation de faire des marchés publics, de mettre de l'équitable dans les marchés publics. Cependant, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, il y a quand même un constat qui, malgré le vif intérêt et à noter des freins, il n'y a pas assez de volume. Et ce que nous voulons clairement avec cette initiative et surtout avec vos expériences, c'est essayer de comprendre, d'identifier les freins au volume, parce que le volume facilite tout, facilite le prix, vous le savez bien, facilite une offre de qualité, disponible au bon moment, quand vous décidez d'entrer dans la danse. Et là, je citerai quelque chose dont on parlera à la fin de l'heure, on s'arrêtera pile à 12 heures pour être soucieux de votre temps, mais on veut vraiment tester avec vous l'idée d'une lettre de manifestation d'intérêt qui permette de manière non obligatoire, non légale, uniquement de quantifier une intention qui, pour la première fois sans doute en France, permettrait de montrer qu'il y a un volume et aussi de dire aux offreurs, écoutez, c'est du sérieux. Ce n'est plus du fragmenté, ce n'est plus des effets d'aubaine, etc. Il y a eu beaucoup de choses dans les 20 dernières années. Là, il y a un volume régulier, ça ne va pas baisser, en fait. Les Français le veulent, les administrés le veulent, les collectivités le veulent. Donc, on y reviendra, mais la lettre que vous avez reçue, n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil, c'est simplement le fait de pouvoir agréger un certain nombre de belles signatures qui disent « ça m'intéresse ». Et croyez-en bien, Evelyne les connaît, elle est toutes les semaines avec eux, les offreurs, ils sont toujours à se poser ce genre de questions. Donc, on va vouloir comme je le disais, essayer de caractériser la demande pour pouvoir décoincer l'offre. Et un des objectifs de l'initiative, c'est d'avoir plus de références dans les catalogues des grossistes, dans leurs marques propres ou autres, dans les sociétés de restauration. Le deuxième grand objectif, c'est que le recensement des produits eux-mêmes, qu'ils soient plus visibles, plus accessibles à vos équipes d'un seul clic, quel produit, quel conditionnement, etc., etc. Troisièmement, la valorisation. Alors là, c'est peut-être un peu plus une pierre dans notre camp. Et il faut que vous nous critiquiez, que vous nous stimuliez là-dessus pour qu'on comprenne les agendas des collectivités, quelle visibilité vous avez besoin. On est disponible, on va trouver des moyens, on va trouver des subventions, on va le faire pour que vous soyez valorisés par des trophées, que vous soyez valorisés par des affichages qui permettent aux usagers de vos collectivités de savoir qu'il y a cet engagement, que ça a été vraiment décidé par la ville ou par la région ou par la collectivité. Et là-dessus, je dirais, en visibilité, nous, on a une certaine expérience et on peut, avec vous, inventer tous les outils qui feront resplendir les engagements. Il y en a vraiment besoin. Et donc, la première piste, c'est de remettre des trophées à vous tous, à ceux qui ont marqué un engagement, le 21 novembre prochain au Salon des maires. On a déjà réservé la salle. Voilà, je laisse la parole tout de suite à notre invitée d'honneur, Diane Simiou, pour quelques mots, je dirais plutôt du point de vue du gouvernement. Et bien sûr, dans cette heure, soyons interactifs. On a un programme assez calé. On aura l'introduction de Diane Simiou. Ensuite, Sana Tatsiro, j'espère, qui va nous rejoindre, qui est une productrice incroyable, coopérative de Côte d'Ivoire, qui peut amener du chocolat équitable en France et qui le fait déjà. Aurélie Monsard, ensuite, interviendra. Membre du collectif Les Pieds dans le Plat, diététicienne au département de la Dordogne. Jean Tavernier,
qui lance des produits donc nord-nord avec de l'équité en France et en équitable sud et nord. Et puis, bien sûr, on aura des questions pour des questions-réponses. Diane, c'est à vous si ça vous va pour votre propos introductif. Très bien, merci beaucoup Blaise, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'avoir l'occasion de rencontrer des collectivités engagées pour la commande publique durable. Vous savez, pour d'autres ministères et en particulier pour ma direction, le Commissariat général au développement durable, c'est un sujet majeur. Les achats publics, c'est 10% du PIB, c'est 38 milliards chaque année. Et donc, c'est vraiment un moteur essentiel pour la transformation de notre modèle économique et pour l'accélération de la transition écologique, pour le climat, pour la biodiversité qui est intimement liée. Et Blaise l'a dit, il y a ce qui se passe chez nous, il y a énormément d'enjeux chez nous, et puis il y a ce qui se passe à l'étranger, mais pour lequel on a un rôle à jouer parce qu'on a un impact via notre consommation. Et notamment, il y a le sujet de la déforestation. Vous savez, on a déjà perdu 10% des forêts. On sait que 90% de la déforestation aujourd'hui est liée à l'expansion des terres agricoles et notamment pour produire des commodités comme le café, comme le cacao, comme l'huile de palme, le soja. Il y a aussi ce qui est indirect, c'est-à-dire que vous avez un animal qui peut être un animal d'élevage français, mais qui peut être nourri avec du soja brésilien issu de la déforestation. Et on estime que l'Europe est responsable d'à peu près 10% de cette déforestation à travers les produits qu'elle importe. Et donc, pour mettre fin à ce processus, la France est engagée en 2018. On a été les premiers à adopter une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et on a beaucoup poussé pour avoir un texte ambitieux à l'échelle européenne qui vient d'être adopté formellement et qui vise à mettre fin à terme à l'importation en Europe de produits issus de la déforestation. Mais notre conviction, c'est qu'on ne peut pas régler les problèmes environnementaux sans s'attaquer aux fondamentaux déterminants économiques. Ah, pardon, je crois qu'il y a un micro qui n'est pas coupé quelque part. Je poursuis. Oui, donc notre conviction, c'est qu'on ne peut pas traiter les sujets environnementaux sans s'attaquer aux déterminants économiques et sociaux qui en sont à l'origine. C'est vraiment l'approche du commerce équitable. Et c'est aussi ce qu'on a adopté aussi comme principe pour l'initiative française pour un cacao durable qu'on a lancé en 2021, qui est vraiment qui part de l'idée que sans justes conditions de production et de rémunération, on ne peut pas traiter le sujet déforestation. Donc, cette initiative française pour un cacao durable, c'est une initiative qu'on porte en lien avec tous les industriels, tous les fabricants, tous les distributeurs, les ONG. Max Havelaar a joué un rôle déterminant dans le lancement de cette initiative. On a aussi des instituts de recherche, l'État bien sûr. Et l'idée, c'est de répondre aux grands défis auxquels fait face cette filière. La déforestation, bien sûr, la lutte contre le travail des enfants et puis la garantie d'un revenu décent pour les producteurs. Et ces trois sujets ne peuvent pas être pris en stylo séparément les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment notre conviction. Et donc, c'est pour ça qu'on a porté le fait que la promotion de produits équitables dans la commande publique et notamment le fait qu'ils soient intégrés dans l'objectif de 50% de produits durables qui est demandé par la loi Egalim. On sait qu'atteindre les objectifs de la loi Egalim, c'est un vrai défi pour les collectivités. À vrai dire, c'est un vrai défi pour l'État, déjà en tant qu'acheteur. Et voilà, c'est pour ça que l'initiative qui est présentée aujourd'hui, Fertile, pour nous, c'est quelque chose qui peut y contribuer et qu'on soutient. Au-delà de cette question d'Egalim de manière plus large, on sait que c'est vraiment un défi pour les acheteurs publics qui sont confrontés à énormément d'injonctions diverses et variées, d'atteindre les objectifs en matière environnementale et sociale, et puis de changer les habitudes. Et je pense notamment à l'objectif de l'article 35 de la loi Climat et Résilience qui impose que d'ici 2026, dans tous les contrats de la commande publique, on ait des critères environnementaux et sociaux. Ça va être encore accéléré avec le projet de loi Industrie verte. Donc, on pense que c'est évidemment indispensable, mais on sait que c'est
un énorme défi pour les acheteurs publics. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, piloté donc par le Commissariat général au développement durable, notre plan national achat durable. Et l'idée, c'est d'avoir des outils pratiques pour les acheteurs, pour les aider à mener à bien leur mission. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître les bonnes pratiques, accompagner le déploiement des actions que vous mettez en place sur vos territoires et puis, voilà, rendre disponibles pour tous les solutions qui ont fait leurs preuves sur toute la chaîne de l'achat. Donc, ça s'adresse aux élus, aux prescripteurs, aux acheteurs publics, à ceux qui vendent aux acheteurs publics aussi. Et je voudrais vous parler en particulier d'un dispositif innovant qu'on a mis en place dans ce cadre-là, qui s'appelle les guichets verts, qui sont disponibles gratuitement pour toutes les collectivités. Et les guichets verts, c'est un conseil environnemental de premier niveau à l'ensemble des structures soumises au code de la commande publique et notamment à toutes les collectivités. Donc, c'est accessible soit via un formulaire en ligne, soit via contact téléphonique par les réseaux régionaux de la commande publique durable avec le soutien de notre ministère. Donc, ça se déploie progressivement dans l'ensemble des régions. Aujourd'hui, il est disponible en Auvergne-Rhône-Alpes, Bas-Rhin, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Au deuxième trimestre, il devrait être, enfin, on est au deuxième trimestre, bon, bientôt, il devrait être disponible en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à La Réunion et à Mayotte. Et donc, l'idée, c'est qu'on finisse très rapidement de mailler l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc, on compte sur vous, sur votre engagement pour accélérer la transition. On veut être à vos côtés pour y arriver ensemble. Et donc, je remercie encore une fois Blaise et Max Havelaar pour cette initiative qui doit permettre d'y arriver plus vite. Et puis, pour l'organisation de ce webinaire pour en parler tous ensemble. Et je me réjouis de pouvoir participer à vos échanges. Merci beaucoup, Diane Simus. C'est vraiment très encourageant et d'avoir effectivement l'administration française interministérielle du développement durable qui est là aujourd'hui et pour nous vraiment un soutien. Vous pouvez compter sur nous dans un esprit totalement œcuménique. Cette initiative a pour but de mettre en relation et pas de normer en aucun cas, mais enfin avoir un espace agrégateur, vivant, interactif, dans lequel on va trouver les solutions. Et donc, il reste évidemment ouvert à tous les acteurs que le CGDD, le Commissariat général du développement durable, voudra bien flécher vers cet espace d'initiative pour qu'on densifie les gens présents et les sujets. Est-ce que, avant que je passe la parole à Sanata qui va apporter son témoignage, il y a parmi les participants une question pour Diane Simus ou autre? N'hésitez pas à utiliser lever la main dans Teams ou en tout cas, on ne voit pas directement. Ah, si, allez-y. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Denis, donc, je suis chargé de la commande publique responsable en tant qu'élu au département d'Ille-et-Vilaine. Moi, ma question porte plus aussi, finalement, ça rejoint, il y a multiplicité de labels sur les enjeux de durabilité et de commerce équitable. Il y a aussi un petit peu une multiplicité de chartes sur à la fois la durabilité ou la responsabilité. Je sais qu'il y a par exemple des chartes entre acheteurs et fournisseurs sur la commande publique. Maintenant, vous nous avez parlé, madame, d'engagement sur la durabilité. C'est vrai que des fois, on a du mal à s'y retrouver. Dans tous ces éléments-là, il y a des rapports particuliers sur un point qui peut être ou la durabilité ou la responsabilité, où on a les enjeux effectivement socio-environnementaux. Je vous rassure, on les prend en compte. Moi, je travaille au deuxième schéma des achats responsables sur le département qui va avoir des grandes ambitions, puisque, par exemple, on va nous normer pratiquement a priori tous nos appels d'offres sur des clauses sociales et puis progressivement sur des clauses environnementales aussi. Donc, on avance tous dans le même sens et je suis content de cette réunion et merci Blaise de cette rencontre hier. Tu étais à Rennes sur les enjeux du commerce équitable avec nous et voilà, je suis présent et je pense qu'on est tous investis. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faudra sans doute parler, si peut-être ça va peut-être se transformer en groupe de travail, qui sait à comment on peut normer ou avoir une sorte de kit complet sur tous ces enjeux. À la fois durabilité de notre commande publique et puis aussi commerce équitable, parce que c'est un des parents qu'on a repéré très rapidement
et on en reparlera sans doute, c'est comment on passe à un second souffle et comment on sort peut-être aussi des marchés classiques que nous, on a très bien repérés. Pour notre restauration, on a un problème pour l'instant, pour récupérer on y travaille des collèges, puisqu'ils sont toujours en régie au niveau de l'éducation nationale et des groupements d'achat, mais on y travaille soit avec la région, soit sur d'autres pistes de travail, sur notre plan aussi alimentaire territorial. Mais la difficulté, c'est d'agréger un peu, d'avoir une sorte de kit un peu plus complet sur ces enjeux-là et de savoir où on tape, quelle lisibilité on a sur tous ces enjeux et éventuellement tous ces rapports qui sont remis. Je vous rassure, j'en ai listé un certain nombre. Il y a les parlementaires aussi qui travaillent sur ces enjeux. Mais voilà, voilà un petit peu les pistes pour l'instant. Je m'avance un peu, je prendrai la parole après, mais des enjeux de travail et sur aussi les nouveaux marchés et les nouveaux produits. Nous, on a aussi effectivement le coton bio sur pour nos tenues de nos employés. Mais hors du café, du thé et du coton bio, voilà, je pense qu'il y a un second souffle sur les enjeux des nouvelles références que vous portez aussi également et que tu portes, Blaise, en tout cas. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Diane. Bon, en tout cas, c'était un panorama assez large. Fertile peut être un espace où effectivement on publie des études aussi, où on met à disposition des études. Effectivement, il faudra des mappings des différentes et aussi des qualifications, mais je crois que vous avez les meilleures expertises sont chez vous. Donc, faisons-en un lieu de circulation. Je crois que le CGDD a aussi quand même en ligne pas mal de choses. Les initiatives de l'État responsable publient des guides. Il y a des choses à l'ADEME. Enfin, n'hésitons pas, en tant que de besoin, à utiliser cet espace qui ne doit pas vous saturer, qui doit rester quelque chose de très réactif dans lequel, voilà, témoignages, problèmes identifiés, solutions esquissées, et puis on va voir la bonne personne. Donc, si pas de réaction de votre côté particulière, Diane, je passe la parole à Sanata Thiraud. Merci beaucoup, Sanata. Vous étiez la semaine dernière à Paris. On était hyper honorés dans un moment très émotionnel aux 30 ans de Max Havelaar. Vous avez dialogué avec Éric Orsena, vous avez dialogué avec Dominique Potier qui porte une loi sur le devoir de vigilance. Vous étiez là avec vos collègues du Nicaragua, du Burkina, de l'Inde, etc. J'en passe. Cette région était représentée, et notamment avec les caisses des écoles. Donc aujourd'hui, Sanata, vous êtes en face finalement des collègues de cette réunion qu'on a fait avec les caisses des écoles de la ville de Paris, mais pour toute la France. Et je crois que ce qui serait précieux ce matin, si vous pouvez dire quelques mots sur votre coopérative, donc en Côte d'Ivoire, et puis peut-être sur une expérience que le commerce équitable permet, au-delà de la sécurité économique du producteur. Beaucoup d'entre vous le savent, c'est un terreau fertile, c'est le cas de le dire, pour que se développent d'autres ODD, Objectifs de développement durable, notamment l'égalité homme-femme, dont vous avez participé à une mission, mais j'en passe bien sûr, dans les 17 ODD, il y en a 4 ou 5 qui sont directement bénéficiaires quand une filière équitable est en place. À vous, Sanata, pour votre témoignage. Merci. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Super, d'accord. Donc, merci beaucoup déjà pour l'invitation de la semaine dernière par rapport aux 30 ans de Max Havelaar. Ça nous a permis, nous, en tant que coopérative, de comprendre le fonctionnement de Fairtrade. Parce que pour les petits producteurs, Fairtrade, dans notre tête, c'est l'organe qui nous permet d'avoir des primes pour pouvoir gérer tout ce qui est programme de durabilité et aussi tout ce qui est programme de développement au sein de la communauté. Mais là, avec cette mission, on a compris le travail de fourmi que vous faites derrière pour que, justement, nous, les petits producteurs, on puisse bénéficier de toutes ces primes-là. Donc, merci beaucoup déjà pour le travail que vous faites en amont. Ensuite, pour revenir à ce que M. Blaise disait, je suis directrice de coopérative depuis maintenant 4 ans, mais je suis au sein de la coopérative depuis maintenant 8 ans. Et avant d'être certifié Fairtrade, on avait d'autres certificats. On était certifié notamment RA, qui est un certificat très populaire dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Mais Fairtrade est le certificat qui est le plus lourd pour nous en tant que producteurs. Vous m'entendez? Voilà, t'es bien échauffé. Tape fort, maintenant donne tout ce que t'as. Un instant, s'il vous plaît. Je crois que je peux avoir un petit... Là, c'est bon. Donc, je disais, Fairtrade est le certificat le plus lourd pour nous, en fait. Et
l'impact que Fairtrade a déjà auprès des producteurs, c'est qu'en dehors de ce qui est la prime, puisque chaque année, un producteur qui livre son produit en Fairtrade reçoit une prime, en fait qui lui permet d'accroître son revenu annuel. Ensuite, il y a la prime que reçoit la coopérative, qui est celle qui va permettre à la coopérative de développer tout ce qui est activité génératrice de revenus au sein de la communauté. Du coup, moi, en tant que directrice femme, j'ai fait une enquête auprès justement de ces communautés-là et je me suis rendu compte que les épouses de producteurs qui aident justement les producteurs à avoir le cacao étaient laissées pour compte. Donc, j'ai développé des programmes avec ces épouses-là. D'abord, je les ai mises en communauté, donc en groupement. Aujourd'hui, on a commencé avec 100 femmes, nous sommes à 300 femmes et ces épouses-là, du coup, on les accompagne techniquement. On essaie de voir leurs besoins, on essaie de voir où est-ce qu'on peut intervenir au sein de leur communauté sans que ce ne soit une charge encore supplémentaire pour ces femmes-là, mais qu'en retour, elles puissent être rémunérées pour ce qu'elles font qu'on ne voit pas vraiment. Et donc, du coup, après l'enquête qu'on a menée sur les communautés, on a commencé à les former d'abord sur la transformation. Vu que nous, depuis 2021, on s'est lancé dans la transformation de cacao, on fait un peu de chocolat, chocolat et dérivés. Et ces femmes-là font les premières parties de la transformation. On est arrivé à ce process parce qu'on reçoit une prime de certification et de durabilité. Sinon, sans cette prime-là, on ne peut pas développer des activités auprès des communautés. Ça reviendrait trop cher pour nous, énormément cher. Et du coup, c'est la prime qui nous a permis de développer ces activités-là au sein de la communauté. Et on a commencé avec 100 femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 300 femmes. Et chaque groupe de 100 a une activité différente selon ses réalités dans sa communauté. Donc, il y a un groupe qui va faire tout ce qui est transformation de cacao. Il y a un autre groupe qui fait tout ce qui est… Enfin, on les accompagne dans des programmes les potagers, le vivrier. Donc, on prend notre prime et on les équipe de matériel de travail. Et aussi, on les accompagne techniquement avec des formations. Ensuite, on a créé une espèce de caisse au sein de ces femmes-là où, quand elles finissent de produire et qu'on enlève ce qui va servir à la famille de se gérer quand il y a les moments un peu compliqués par rapport à la filière, vu que la filière, ça dure pleinement 6 à 9 mois. Les 3 derniers mois, c'est les périodes creuses où le temps de l'arbre de se régénérer et c'est des périodes où les producteurs sont vraiment en galère. Et c'est les épouses qui soutiennent les producteurs. Donc, nous, on a créé justement ce système-là, le fait d'épargner de l'argent, de telle sorte que quand ces périodes-là arrivent, les femmes, puisqu'elles soutiennent déjà les maris dans ces périodes-là en faisant les potagers, on les a bien structurées, on les a équipées, on les a formées pour que ce qu'elles font, elles le font bien et qu'elles puissent avoir par derrière une production qui, quand on enlève ce qui va permettre à la famille de se gérer, le surplus est vendu et crée du coup encore une économie. Donc, ça fait de la diversification pour la famille. Et Jonathan, est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire juste le nombre de producteurs qui est dans votre coopérative? On a 1250 producteurs qui sont Fairtrade, mais sinon, on a 3500 producteurs au total. Et est-ce que vous avez, peut-être vous direz un mot sur l'école de leadership, on n'a pas trop le temps ce matin, on doit être vraiment centré commande publique, mais peut-être un mot sur, est-ce que vous avez parfois une vision sur l'atterrissage de vos fèves? Comme vous le savez tous autour de la table, mais le cacao est très commoditisé, c'est-à-dire que c'est des telles masses, et c'est comme un sablier, c'est-à-dire qu'au milieu, il y a un oligopole de quelques entreprises qui sont les seules à pouvoir convoyer, broyer et ensuite redistribuer dans de multiples chocolatiers. Est-ce que vous avez, juste un exemple, vous avez un peu de visibilité sur vos 3, 4, 5 000 tonnes? Est-ce qu'elles arrivent dans des villes en Europe ou est-ce que ça se perd quand même malgré tout à un moment? Et est-ce que vous avez déjà noué des liens justement avec des acheteurs comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer là-dessus avec des villes en Europe ou… De base, on ne peut pas dire exactement la production qu'on fait va chez tel client. Parce que nous, notre coopérative, par exemple, n'est pas exportatrice. On n'a pas l'agrément d'exportation. Donc, on a des clients locaux qui sont, auprès de qui on vend notre production. On a des contrats de commercialisation. Notamment, avec nous, on travaille avec Cargill West Africa, qui prend notre production certifiée, Fairtrade comme ERA. Mais au sein de notre coopérative, on a un système qu'on appelle le système c'est des scellés. C'est-à-dire que quand le producteur, on paie son cacao bord champ, on doit sceller son sac de telle sorte que le client final qui va recevoir le sac du producteur, quand il flash le code barre, a automatiquement une information sur la géolocalisation du champ, sur le nom du producteur
et un peu des défenses sur sa famille. Parce qu'avec le code BAI, il peut savoir tel producteur avec telle famille qui est située dans telle région de la Côte d'Ivoire et son champ est exactement à tel positionnement. Et ça, c'est des systèmes qu'on a avec notre partenaire qu'on appelle le système de scellé. Ça conforte les informations qu'on a, nous. C'est que les gros traders, s'ils veulent, ils peuvent tracer. Et c'est souvent, en fait, pour économiser quelques centimes et pas se mettre sur le dos, etc. Donc là, peut-être le message aussi pour nos auditeurs qui sont là autour de la table, c'est, en fait, quand la demande est forte et qu'on structure une exigence, ils savent faire. Ils savent faire. Il faut juste éviter, évidemment, qu'ils surpricent, etc. Peut-être pour conclure, parce que le timing est très serré, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur l'école de leadership ou est-ce que, bon, tout le monde la connaît peut-être autour de la table déjà? Oui, l'école de leadership avec Fairtrade, pour la première édition, moi, malheureusement, je n'ai pas participé. Mais là, pour la deuxième édition, j'ai été contactée par l'équipe de Fairtrade Côte d'Ivoire pour que, justement, j'intègre certaines femmes à l'école du leadership pour être formées. Donc, je n'ai pas trop d'informations puisque c'est maintenant que nous, on commence le programme. Mais ce que j'ai vu, c'est que déjà, des premières réunions qu'on a eues, c'est qu'ils vont former les femmes en communauté rurale sur comment améliorer leurs conditions de vie, comment développer un business qui leur permet d'être autonome financièrement. Donc là, on est dans les 2 premiers mois du projet avec ma coopérative. Ok, d'accord. Non, mais c'est précieux, puis plein d'informations disponibles sur le web. S'il y a des villes ou des territoires qui sont intéressés, sachez que ça existe dans plusieurs pays, plusieurs continents. C'est soutenu par l'Agence française de développement. Depuis 3 ans, on a vraiment une aide du gouvernement français très précieuse et il y a du coup plusieurs dizaines de femmes décideuses, avec aussi quelques hommes qui suivent des modules, mais on n'a pas le temps. Je passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Sanata. Vous restez bien sûr avec nous si vous êtes intéressés. On voit que vous êtes du coup retourné en Côte d'Ivoire et que vous êtes sur site, mais vous êtes bienvenus pour écouter la suite. Alors, Aurélie Mansart. Excusez-moi pour mon micro. Vous êtes membre fondatrice du collectif Les Pieds dans le Plat, diététicienne, et en lien avec le département de Dordogne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est l'expérience qui est la vôtre? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Non? Attention, on ne vous entend pas. Alors, soit vous avez coupé votre micro, vous êtes obligé de passer par... Ah, montez le son. Alors, on vous entend un petit peu, mais il faut que vous montiez le volume. C'est un peu mieux. Je vais mettre plus fort. Vous m'entendez ou pas? Vous ne pouvez pas faire sans casque? Non. C'est vraiment le micro de son casque est sur sa tête, donc il faudrait peut-être qu'elle le rapproche de sa bouche. Et il est amovible et voilà. Et vous dans l'autre sens peut-être. Excusez-moi d'intervenir. Ah oui, voilà, il y a le petit truc. Voilà. Mettez-le plus bas vers votre bouche et ça marchera. On n'a pas des très bonnes conditions. C'est parfait. Bon merci. Bon, merci pour votre invitation. Je suis ravie aussi de voir Evelyne parce qu'on a travaillé ensemble dans une ancienne vie. Donc effectivement, moi je suis diététicienne au conseil départemental de la Dordogne. On m'a demandé de vous faire un retour d'expérience sur notre politique alimentaire. Donc depuis 2019, on accompagne nos 35 collèges vers le 100% fait maison, 100% bio local. Donc actuellement, on est au 12e collège en 100% bio, dont 10 collèges, enfin on a 10 collèges certifiés EcoCert niveau 3, label excellence et 2 qui sont en cours. Donc on en est à 12, mais on en a 35 à faire encore sur les 5 ans à venir, avec tous nos collèges qui sont en cours de labellisation puisque certains entament une démarche progressive. Donc c'est vrai que la partie achat de produits commerce équitable était de fait une évidence puisque via le label EcoCert, c'est un critère à partir du niveau 2 d'avoir des produits commerce équitable. Donc, nous, notre accompagnement, on avait 2 groupements d'achat pour certains collèges qui étaient portés par la région. Donc, on a demandé à nos établissements de ne plus en faire partie, puisque l'idée, c'était de les accompagner, d'être au plus près d'achat local, en fait, de sourcing local, puisque dans nos 100%, on est à peu près
près entre 60 et 80% de produits locaux. Du coup, au niveau du département, on a beaucoup d'agents dont je fais partie qui accompagnent les collèges à la rédaction de leur marché public, mais le marché est porté par chaque collège. Donc, c'est vrai que bon, la spécificité de nos établissements, c'est qu'on a quand même des petits établissements, sachant que les 2 plus gros font 1000 et 800 repas. Sinon, on est plutôt autour de 400-500 repas dans nos collèges avec du portage de primaire également. Donc, c'est vrai que les produits commerce équitable, on les a mis assez tôt comme critères dans nos marchés, mais plutôt le commerce équitable nord-sud. Et récemment, on a des produits en commerce équitable nord-nord, donc équitable France, notamment sur des légumes secs, ce qui est assez intéressant puisque dans cette démarche de 100% fait maison, 100% bio et de la loi Egalim, on a vraiment augmenté la part de légumes secs dans les assiettes avec la diversification des protéines végétales. Donc, sur les produits, j'essaye de faire vite un peu parce qu'on m'a dit il n'y a pas beaucoup de temps. Sur les produits phares, on va dire, qui sont dans nos cuisines, évidemment, il y a tout ce qui va être chocolat, sucre, le café pour les agents, le thé, bananes, les fruits exotiques et après, donc, les légumes secs et la farine. On n'a pas de lait en commerce équitable, tout simplement parce qu'on a travaillé avec des producteurs locaux en lait de foin. Donc, on a mis en place une filière lait cru livrée tous les lundis matins dans les collèges. Voilà, on n'a pas, vraiment à la marge du riz, du quinoa, des graines oléagineuses, mais c'est pas, voilà, ça représente pas d'énormes volumes. Du coup, j'ai regardé quelques chiffres. En fait, sur nos établissements, ça représente 3 à 4% des achats, donc du montant global d'achat denrées quand on est dans ces établissements en 100% bio. Je dirais ce qui facilite la démarche et l'accompagnement des collèges qui ne sont pas pour l'instant en 100% bio, donc on suit un peu moins, c'est qu'on a acquis un logiciel de gestion qui s'appelle WebGRest, mais bon, il y en a plein d'autres. Et donc, avant, les établissements travaillaient sur Presto, donc on n'avait pas trop de regard sur leurs achats. L'identification aussi des produits, c'était compliqué sur Presto. Et donc, aujourd'hui, avec ce logiciel, nous, on a un regard, donc on voit ce qui se passe dans les établissements. Donc, c'est vrai qu'on peut plus facilement les accompagner, les aider en disant, non, là, sur la banane, voilà, il faut qu'elle soit commerce équitable. Comment on peut vous aider? Comment on peut vous accompagner dans la rédaction de vos marchés pour faire en sorte que… Et je dirais, c'est la difficulté, c'est qu'il y a une méconnaissance du commerce équitable pour beaucoup de gestionnaires, d'équipes de cuisine. Donc, il y a vraiment un besoin de formation et d'identification, mais au même titre, je dirais que tous les SICO, on a le même souci sur la pêche durable, d'identifier, de savoir reconnaître ces produits. Donc, forcément, quand on n'a pas la formation, l'information, on a du mal à l'identifier sur le logiciel, quoi. Donc, nous, on est là derrière… Du partage d'expérience, donc ce que vous avez là comme outil, c'est partageable, il y a des choses disponibles, le logiciel dont vous parlez, c'est quelque chose qui est ouvert à tous? C'est quelque chose qui est ad hoc pour le Dordogne? Non, c'est notre logiciel de gestion des collèges. Oui. Par contre, lorsqu'on avait échangé, je vous avais donné quelques chiffres de consommation de cacao pour un collège type, par exemple. Voilà. Mais peut-être que dans un des clubs de notre initiative, à un moment, on pourrait faire une séance dédiée aux outils internes de pilotage et de gestion. Oui. Je pense que vous êtes nombreux à avoir ce sujet et un bon partage d'expérience et d'identification. Oui. Est-ce que vous avez pu présenter les éléments que vous vouliez? Dites-moi.
Oui, je voulais juste finir sur la partie aussi maîtrise des coûts, parce que souvent, la remarque, on nous dit oui, mais les pistoles de chocolat en commerce équitable, c'est beaucoup plus cher. Et c'est vrai que là-dessus, nous, c'est un accompagnement qu'on propose en cuisine. C'est aussi, dès qu'on retravaille de la qualité, du gustatif, on en met moins. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on arrive à maîtriser les coûts sur, par exemple, un chocolat qui est moins dosé en sucre, beaucoup plus fort en saveur. Voilà, donc il y a aussi un gros travail de fiches techniques, de grammage, etc. Merci. Merci beaucoup. Et également, peut-être, mais ça pourrait faire l'objet d'un des clubs de discussion aussi, mais sur la question du prix, la sécurisation du prix en commerce équitable au niveau de la fève n'entraîne pas forcément vous voyez, des surprix considérables au niveau du produit semi-transformé, chocolat de couverture ou autre, puisque les autres coûts ne sont pas liés au commerce équitable. Ce sont des coûts d'énergie, des coûts de transfo, etc., en France, bien souvent. Donc ça, c'est aussi un débat qu'il faudra qu'on ait pour ne pas s'effrayer aussi sur le surcoût commerce équitable. Comme le temps passe, je vous propose, on va entendre Jean Tavernier dans quelques instants, mais je donne la parole à l'équipe ici, à Augustin Billedou, qui va vous présenter finalement le petit outil que Fertile va mettre à votre disposition, à la fois un outil Internet et à toi, Augustin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Augustin Billedou, responsable de plaidoyer. Vous êtes sur la page lancée aujourd'hui, Fertile, www.fertile.org, qui sera votre page et la page de l'initiative. Sans surprise, vous retrouvez sur cette page les principaux objectifs de la mission, avec, on va y revenir juste après, mais le principal défi qui est devant nous, la transmission d'un signal groupé de la demande aux acteurs privés de l'offre équitable. En clair, il s'agit d'apporter une réponse, de résoudre le dilemme de l'œuf et de la poule. On sait que vous êtes sensible à la question de la juste rémunération, dans la limite de vos contraintes budgétaires. Et nous avons des acteurs privés qui sont des acteurs de bonne volonté, mais qui ont eux aussi des contraintes budgétaires. Et donc, on va faire rencontrer la demande et l'offre pour déployer le commerce équitable dans les cantines de France. Des outils de partage d'expérience et de communication. Ça peut passer par des webinaires personnalisés ou thématiques et collectifs, et de communication pour vous, des opérations de sensibilisation en physique dans vos lieux de restauration ou en digital. Ou sur les menus, par exemple. Voilà, l'accompagnement personnalisé, je le disais, sur les questions juridiques, sourcing, sensibilisation. Et je reviendrai à la fin aussi sur l'accompagnement pour la mise en place d'initiatives de juste rémunération des producteurs locaux. Si vous n'avez pas de coopérative certifiée dans vos territoires français, peut-être que vous menez tout de même des initiatives pour assurer une juste rémunération, et peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir mieux calculer les coûts de production et vous assurer que les producteurs sont rémunérés au juste prix, notamment celui qui permet d'engager la transition agroécologique. Deuxième objectif, recenser et diffuser. On va se mettre en lien, on est déjà en lien, mais on va creuser comment recenser au mieux les produits équitables qui sont présents dans les cantines de France. Ce travail n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement. Toute une série d'acteurs comme le Lopsar, l'agence bio, les réseaux, Restoco, Agores pourront nous aider dans cette mission. Également macantine.fr. La base de données, je vais y revenir sur les produits disponibles en commerce équitable, on va y arriver, et un zoom aussi sur les produits d'origine France, puisqu'on sait que ce sujet est très important pour vous. La valorisation, Blaise en a parlé en introduction, les trophées de la commande publique équitable, donc en novembre prochain au Salon des maires, et par des actions de valorisation dans les médias, via des newsletters, etc. Donc cette initiative Fertile a 3 collèges, les collectivités que vous êtes, les services de l'État. Elle va également s'élargir donc à tous les CROUS, CNUS, CHU, donc les hôpitaux, la commande publique des armées, qui nous ont manifesté un intérêt également, et les ministères, pourquoi pas, voilà, et les acteurs privés. Donc vous avez là sur cette page les logos des pionniers, des collectivités que vous êtes, et la carte également que vous voyez là. On a actualisé les premières. Voilà, et vous aurez ensuite des actualités que vous pourrez découvrir, notamment nos actions dernières au Salon des maires sur l'exception agricole, les articles de presse en lien avec cette initiative et les outils de communication qui seront disponibles. Je vais passer à la page produits où vous pourrez ensuite recenser les produits disponibles. Bonjour, Evelyne Messager, du coup je me présente dans l'équipe Fertile qui est portée donc par Augustin et moi-même.
pour développer les produits du commerce équitable dans la commande publique, avec Augustin qui sera plus en lien avec les élus et moi-même qui serai plus en lien avec les acheteurs, les gestionnaires achats des collectivités. Donc moi, au sein de Max Havelaar, je suis responsable du développement de la restauration au domicile, donc commerciale et collective. Et dans le cadre de Fertile, l'idée effectivement, c'est de vous faciliter et fluidifier effectivement toute la chaîne d'approvisionnement de façon à ce que vous ayez facilement accès aux produits issus du commerce équitable, donc avec un accompagnement le plus individualisé possible, parce que vous avez chacun vos projets d'alimentation territoriale. Donc, de façon transverse, nous sommes en contact forcément avec les acteurs de la restauration collective, que sont les grossistes. Donc, il y a des gros acteurs tels que Pomona, Transgourmet, Biocoop Restauration, Biofinesse, etc., ainsi que les sociétés de restauration collective, donc comme Sodexo, Compass Group, enfin, j'en passe. Donc, on est en lien avec eux. L'idée, c'est effectivement qu'ils soient eux-mêmes acteurs dans le commerce équitable, de façon à ce qu'ils connaissent mieux aussi le commerce équitable et qu'ils détiennent surtout les produits majeurs du commerce équitable dont vous aurez besoin. Effectivement, tous ces acteurs, en les ayant rencontrés, sont conscients de l'importance des produits équitables. Je pense qu'ils sortent aussi de 2 ans de confinement où il y a eu doublation des matières premières également. Puis une loi Egalim qui est ultra ambitieuse, mais ils savent et ils ont envie d'y aller. Donc effectivement, avec Fertile, l'objectif, c'est de pouvoir avoir vos intentions de référencement pour pouvoir leur donner une visibilité de toutes les collectivités et des volumes potentiels de façon à leur donner un signal positif. D'une part pour les référencer, et également on est en lien avec les industriels, c'est aussi de façon à diversifier la gamme, pouvoir aller voir les industriels pour aller fabriquer une mousse au chocolat par exemple, et d'autres produits. Donc ça, on le fait déjà et au travers Fertile, on va pouvoir intensifier ces démarches-là. On est également en lien avec les fournisseurs labellisés avec lesquels qu'on labellise, donc qu'on est en mesure de recenser les produits qui sont destinés à la RHF avec les conditionnements adaptés à la RHF. Et de la même façon, on peut également vous accompagner pour accompagner vos fournisseurs actuels, les sensibiliser et leur apporter le sourcing potentiel sur dont ils ont besoin. Donc là, vous avez sur la page, par exemple sur le cacao, les fournisseurs, les contacts. Donc cette liste, elle va aussi évoluer. On rencontre tous nos partenaires. On est à la partie banane. Avec les... Voilà. Donc vous avez parlé également du coton. Ça fait partie aussi de nos actions, donc avec des partenaires qui sont spécialisés par type de produits et qui sont intéressés pour travailler avec les collectivités pour développer justement tout ce qui est uniforme bio, Fairtrade. Voilà ce que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des réactions sur cette piste de travail référencement, donc forcément quelque chose qui doit être adaptatif, puisque bien sûr les références, les valeurs, ça change rapidement. Vous l'avez compris, donc un mini-site disponible, les outils numériques, normalement, utilisables assez du tac au tac dans le code de besoin par vos équipes. S'il n'y a pas de réaction particulière à la présentation de l'outil, tu reprends la parole, Augustin? Oui, vas-y. Oui, merci. La lettre de manifestation d'intérêt dont on vous parlait tout à l'heure, plutôt que de longs discours, je voudrais vous la présenter, on vous l'a transmis par mail, mais il s'agit d'une lettre que nous pourrions porter tous ensemble, grâce à vos signatures, aux fournisseurs, sociétés et grossistes de restauration collective. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'enjeu, c'est à l'heure où la majorité des agriculteurs français vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et où 3/4 des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont agriculteurs, et à l'heure où la transition agroécologique nécessite une augmentation des revenus agricoles, il s'agit d'agréger la demande pour envoyer un signal fort aux acteurs privés dont on nous demande de parler. Et donc, vous pourriez tous ensemble vous réunir avec une dynamique nationale pour former le vœu que bananes et ananas, palais de chocolat, produits laitiers d'origine France, riz et quinoa, sucre de canne, café, mais aussi les filières lait et blé dur qui pourraient permettre de constituer
des tartes, flans, crêpes, crème ou mousse, du cacao équitable avec tout ce qu'on peut faire à base de cacao et dont Aurélie Mansart vous a parlé, des fruits exotiques, la mangue, l'avocat en 4e ou en 5e gamme. Voilà, c'est notre souhait serait que nous agrégions l'ensemble des signatures des présents ici. Vous connaissez la tirade. Nous partîmes autant que nous sommes de connectés aujourd'hui et nous espérons être des centaines bientôt et pourquoi pas un jour autant qu'il y a de collectivités en France, en tout cas capables d'administrer leur cantine. Je vous ai mis en exemple les signatures, certaines des signatures que nous avons recueillies. Donc Marie Massard, l'adjointe à l'alimentation à Montpellier, Nicolas Bonnet, l'adjoint à l'alimentation à Clermont, également des caisses des écoles, donc ces petites villes dans la ville de Paris. Nous vous demandons si vous êtes d'accord avec cette initiative, qui n'a donc pas de valeur juridique, mais c'est simplement une manifestation d'intérêt, de nous faire savoir par mail, et si vous le souhaitez, dès l'issue de ce webinaire. Comme ça, nous pourrons collecter vos signatures numériques, comme vous venez de le voir, et ça contribuera, nous l'espérons, au déploiement rapide de ces produits dans les catalogues et par les industriels qui pourront, grâce à cela, concevoir de nouveaux produits. Je pense qu'on peut passer la parole à Jean Tavernier. Je vais arrêter le partage et je vais me mettre sur ces slides de présentation. Merci Augustin. Donc rapidement, la première diapo, c'était juste pour représenter qui est maître laitier du Cotentin. Votre micro qui est fermé, je crois. Ah pardon, normalement non. Vous n'entendez pas? Je vous entends. Non, voilà, bon. Je vais bien le réajuster. Si, on entend. Voilà, c'est bon. Donc, Maître laitier du Cotentin, c'est une coopérative de la Manche, bien entendu, avec une particularité, c'est qu'à la fois, donc, elle appartient à ses éleveurs, comme toute coopérative agricole, et c'est pour ça qu'on vous a mis une jolie photo de vache. On produit du lait, à peu près 1000 éleveurs, 650 exploitations dans la Manche. Des usines qui permettent de transformer, de valoriser le lait, notamment des produits laitiers. La grande spécialité, c'est le fromage frais. Parce que la mission d'une coopérative, ça n'est pas de faire fructifier un capital, c'est de transformer un produit. Donc nous, il faut qu'on valorise du lait. C'est ça notre job. Et la particularité vraiment, c'est que la coopérative a créé son propre réseau de distribution spécialisé vers la restauration. Donc notamment la restauration collective, c'est le réseau France Frais que certains connaîtront, qui est plutôt fort sur les produits laitiers, mais on distribue aussi d'autres gammes. Pourquoi on a sauté dans la roue de Max Havelaar quand ils ont commencé à parler de commerce équitable Nord-Nord? Parce que justement, on partageait les valeurs, les missions. Il faut défendre les produits fabriqués, alors nous, le lait. Et il y avait en plus cet aspect commerce équitable Nord-Sud que Max Havelaar demandait. Et donc, on a associé du lait avec d'autres ingrédients. Alors, on a commencé par mettre du sucre de canne au lieu de mettre du sucre de betterave, de la vanille. Et puis, en poursuivant, on a mis un peu de café, de chocolat. On va essayer d'aller peut-être vers d'autres choses. Et ça nous parle bien parce que la coopérative avait aussi déjà cette attention un petit peu aux relations avec le Sud. Hein. On a des relations déjà avec d'autres éleveurs dans le Sud. Donc, il y avait un double enjeu de philosophie et de mission qui répondait exactement à ce qu'on veut faire. Et ça, c'était une bonne opportunité d'y aller. Et évidemment, on reste quand même une coopérative, donc on a du business. Ça répondait à un axe stratégique. C'est pour ça que je vous ai mis cette deuxième photo. En 2021, on a ouvert un peu plus les critères d'entrée dans Egalim. Il y avait bien entendu le fair trade, et c'est ça qu'on va parler, mais il y avait aussi un autre aspect qu'on avait développé depuis longtemps, qui répondait à une stratégie. Depuis 2018, la coopérative avait travaillé sur le lait de pâturage. En 2020, on a parlé de non-OGM. Ce sont des critères qui sont dans le cahier des charges Max Havelaar. Donc on s'est dit, tiens, c'est bien, ça va être une façon de vraiment mettre le projecteur sur des choses qu'on a commencé, qui vont nous obliger à aller un peu plus loin et qui vont faciliter la valorisation du lait, puisque c'est bien toujours ça auquel on revient. Donc voilà, il y avait ce double enjeu. Aujourd'hui, on parle bien de commerce équitable. Le dernier message que je vous passerai volontiers, on est très intéressé à cette plateforme Fertile parce que vous voyez, comme on est à la fois réseau de distribution, qu'on ne va pas distribuer que des produits laitiers, savoir quelles sont les attentes, ça pourra aussi faciliter, nous, notre réflexion quand on se positionne en tant que centrale d'achat auprès d'autres producteurs. J'ai regardé dans l'histoire, on avait eu quelques références de café ou de chocolat équitable.
honnêtement, il y a eu tellement peu de volume qu'on les a arrêtés. Si là, à nouveau, on peut identifier une demande, on pourra plus facilement associer d'autres produits équitables, parce que pour nous, c'est vraiment, quand on a parlé des Galim, on avait plus envie de parler de commerce équitable, d'approvisionnement direct de l'agriculture que de HVE. Alors les produits fermiers, on pourrait le faire sur les yaourts, mais il n'y a pas tant de choses que ça. Donc là, on avait vraiment deux créneaux qui nous parlaient bien, qui correspondent bien à ce que nous sommes. Et ce qui est important dans le commerce équitable, c'est qu'il y a bien comme premier objectif, c'est rémunérons correctement les producteurs. Tant qu'ils n'ont pas une rémunération qui leur permet de s'en sortir, là je prêche des convaincus, mais je pense que c'est le message fort, c'est les critères sociaux et environnementaux, ils peuvent être très facilement très sélectifs. On ne se rend pas compte, ça paraît juste évident de dire tiens, on va demander du bio. Je ne vous refais pas un cours sur la situation du bio, mais aujourd'hui, je n'arriverai pas à convaincre un seul éleveur de se basculer en bio aujourd'hui. Donc, heureusement qu'il y a encore des collectivités qui disent on va mettre au moins 20% et on arrive à faire parce que ça va soutenir tant bien que mal le marché de la bio. Mais aujourd'hui, voilà, certains critères qui peuvent vous paraître évidents sont parfois très compliqués pour le producteur, même en France. Et donc, le fait d'être en commerce équitable, de dire on commence par amener de la rémunération et ça permet d'engager une transition sociétale, ce qui est très bien fait dans le cahier des charges Max Havelaar France. Je pense que c'est un vrai signal pour nous, représentants de producteurs. Voilà ce que j'avais à vous partager. Merci Jean pour cet éclairage donc, sur le commerce équitable d'origine France. La transition est toute trouvée pour donner la parole à Jules Colombo, notre expert sur le cahier des charges des produits équitables d'origine France. Nous savons que beaucoup de collectivités d'entre vous passent par le circuit court et estiment par cela qu'elles contribuent à la juste rémunération des producteurs, ou même certaines se sont essayées à construire les coûts de production pour s'assurer d'une juste rémunération en partenariat avec les chambres d'agriculture. Ne sont pas uniquement des produits équitables et des collectivités qui s'engagent avec les produits équitables, mais également les territoires de juste rémunération avec toutes les initiatives que vous mettez en place. Et pour ça, on pourrait vous accompagner. C'est pour ça que je voudrais le témoignage de Jules à ce sujet. Jules, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Jules Colombo, en charge du développement des filières françaises chez Max Havelaar France. L'idée de cette présentation, c'était de revenir brièvement sur la manière dont on développe nos prix équitables au sein de Max Havelaar France. Et on pense que cette manière, elle pourrait être dupliquée plus largement et être appropriée par d'autres. Donc, pour présenter brièvement cette méthode, je dirais qu'il y a 4 étapes à retenir, 4 points qui nous semblent essentiels. Le premier, c'est le calcul des prix de revient sur la base de données comptables au maximum territorialisées qui constituent vraiment le point de départ de toute évaluation de ce que ça veut dire un prix équitable pour des producteurs, de ce que ça veut dire des coûts de production rémunérateurs qui peuvent garantir un revenu objectif aux agriculteurs. Dans le cas de Max Havelaar France, on a fixé un revenu objectif à 1,5 SMIC par exploitant non salarié sur l'exploitation. La deuxième étape qui nous semble importante, c'est celle de la consultation des agriculteurs pour pouvoir tout d'abord établir un lien direct avec les agriculteurs et les coopératives et pour pouvoir faire remonter leurs paroles au-delà des coûts de production, des données comptables qui, même territorialisées, sont des moyennes et cachent la particularité du cas des agriculteurs qui vont finalement être dans votre chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que la consultation terrain est pour nous primordiale pour faire remonter ces particularités-là et pour prendre en compte aussi les coûts de production qui sont associés aux pratiques agricoles et aux pratiques d'élevage que l'on pourrait demander en plus d'un juste prix, d'un prix rémunérateur aux agriculteurs. Jean Tavernier a évoqué le lait de pâturage. Le lait de pâturage et le lait de pâturage non OGM peut avoir un coût pour les agriculteurs. L'idée de ces consultations, c'est aussi de pouvoir prendre en compte ces coûts de production particuliers pour les intégrer dans le prix équitable. La troisième étape, essentielle aussi selon nous, c'est celle de la transparence, de la publication de ces prix, de pouvoir en rendre compte de manière publique et accessible à tous. Dans le cas de Max Havelaar France, on le publie par exemple sur notre site internet. Dans le cadre de nos filières internationales, on les publie également sur le site internet de notre organisation internationale Fairtrade. Et le quatrième point, et je m'arrêterai là, c'est celle de l'actualisation de ces prix, ces données comptables
que l'on a calculée dans la première étape, elle montre des résultats sur les dernières années. Mais il y a toujours un pas de temps, un petit décalage avec les prix auxquels sont confrontés actuellement les agriculteurs. Et l'idée de cette actualisation des prix, où on peut se baser, on a la chance en France d'avoir ces données issues de l'INSEE, les données IPAMPA, nous permettent d'avoir conscience des coûts qui sont les plus variables pour les agriculteurs et de les réintégrer dans ces calculs pour mettre à jour ces prix équitables et qui puissent correspondre au quotidien à des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jules. On n'a malheureusement pas assez de temps pour rentrer dans le détail, mais là aussi, c'est l'intention qu'on voulait vous présenter, celle d'une démarche rigoureuse, apprenante, interactive avec des territoires. Et si vos collectivités ont une plus grande ambition que la passation de marché, mais pourquoi pas de structurer des filières proches de chez vous, ça peut être très intéressant de rebondir sur ce que tu nous as présenté. Alors, certains d'entre vous ont des contraintes à midi, donc je voulais juste conclure tout en vous disant que nous sommes là, nous restons à disposition le temps qu'il faudra pour ceux qui ont un peu plus de temps et qui voudraient poser des questions. Mais pour ceux qui doivent partir, je vous dis les prochaines étapes de cette initiative fertile. Merci encore d'avoir été là. Donc, premièrement, ne soyez pas surpris, on va vous renvoyer la lettre. Elle peut vraiment changer la donne si on arrive à agréger. Donc, la manifestation d'intérêt d'achat dans certaines catégories de produits pour agréger quelque part un signal de la demande. Deuxièmement, on va vous adresser un document sur le recensement des produits. Ceux qui sont présents dans vos cantines. C'est vraiment très utile pour nous d'avoir une photographie et on est conscient que ça demande un petit peu de travail, mais sachez que dans l'initiative fertile, on voudra tirer le meilleur de cette contribution. Ne pensez pas que c'est inutile, ça va nous servir de base. Troisième, prochaine étape, je dirais, proposition de candidature au trophée. Donc, 21 novembre, on sera dans le hall 4 du Salon des maires, juste en entrant à droite. On aimerait bien célébrer certains d'entre vous. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous signaler auprès de moi, auprès de l'équipe, sur une bonne pratique. On n'a pas encore établi exactement les catégories innovation, pratique locale ou quelle catégorie de produits, mais on va remettre les trophées et essayer de donner du lustre à la qualité de votre engagement. Encore une fois, voilà, fertile, ça veut être véloce, rapide et surtout avoir des résultats, un espace œcuménique, ouvert, sans tabou, de dialogue, de rapprochement, offre et demande aussi dans la compréhension mutuelle, et encore une fois, pour faire grandir cette cause. Voilà, j'ai essayé de boucler pour midi. Ceux qui doivent partir, merci beaucoup d'avoir été là, et sinon, n'hésitez pas s'il y a des interventions. Allez-y. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si la dame qui était intervenue tout à l'heure, les pieds dans le plat, est toujours présente parmi nous. Je suis Grégory Macripo, directeur d'une caisse des écoles, la caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris. Et donc j'avais une question concernant donc justement son projet qui est en cours de développement de collège 100% durable, 100% bio. Si elle pouvait me donner quelques informations sur très, très rapide sur le nombre de composantes qu'elle propose dans les menus de ces collèges. Je reprends mes notes. La fréquence des repas végétariens ou autres, la fréquence hebdomadaire, puisqu'elle a parlé effectivement des légumes secs et de leur volonté de les déployer beaucoup plus. Et ma troisième question, si elle a connaissance d'un coût denrée moyen sur les collèges qui sont passés en 100% bio ou durable. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à vos questions, donc nombre de composantes, nous on est resté sur 5 composantes. Voilà, parce que ce sont quand même des collégiens, donc ils ont bon appétit en Dordogne. Plat végétarien, alors on a un plat végétarien unique par semaine, mais une proposition d'alternative tous les jours avec la viande ou le poisson qui est servi. Moi, j'ai remarqué, on a à peu près 5 à 10% d'élèves végétariens. Donc, c'est pour ça que quand on les accompagne en 100% bio, on fait une proposition quotidienne. Le coût denrée, alors nous, on n'a pas augmenté le coût pour les familles. Donc, on est à peu près à 2 € en coût denrée. Voilà, on va dire entre 1,75 à 2,10 dans les collèges. Donc, on est à coût constant. Sans faire baisser le coût auprès de nos producteurs. L'idée, c'est vraiment que
le producteur fixe son prix. Donc, la maîtrise du coût se fait essentiellement en cuisine. D'où l'accompagnement cuisine. Merci beaucoup, c'est tout à fait pertinent. Juste, du coup, je rebondis. L'alternative végétarienne quotidienne que vous proposez pour les collégiens, vous parlez donc de 5 à 10% de rationnaires qui ne mangent pas de viande. Est-ce que cette alternative, elle est proposée à la commande, c'est-à-dire que vous connaissez à l'avance le nombre de rationnaires qui vont déjeuner ce type de repas, ou est-ce que arbitrairement dans les collèges vous faites une certaine quantité de repas sans viande, et dans ce cas comment vous gérez je dirais la partie production, c'est-à-dire que est-ce que vous vous retrouvez pas à un moment donné avec une surproduction de l'un ou de l'autre qui fait que peut-être pour les derniers il y a plus de choix, ou je sais pas. Oui, alors en fait dans cet accompagnement il y a eu un énorme investissement en matériel, c'est-à-dire que chaque collège a eu à peu près entre 70 000 et 100 000 euros de nouveaux matériels, justement pour retravailler les produits, éviter le gaspillage, donc des cellules de refroidissement, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc effectivement, on ne connaît pas à l'avance le nombre d'élèves qui vont prendre l'option végétarienne. Par contre, les équipes de cuisine connaissent bien leurs élèves. Donc, ils savent par exemple que quand on propose certaines viandes, on a par exemple le cas sur de l'agneau ou du veau, parce que de plus en plus d'élèves boudent les bébés animaux. Donc là, il va y avoir un peu plus de choix en alternative végétale. Mais sinon, voilà, on va dire sur un collège de 300, 400, ils vont faire 50 plats, 50 propositions de plats végétales. On essaye aussi d'augmenter le choix dans les entrées, de faire une proposition de légumes secs pour aussi vraiment proposer un meilleur équilibre protéines végétales et animales, quoi. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion, si on me donne vos Mais coordonnées, de oui, revenir n'hésitez pas, vers vous et de discuter plus longuement sur ces sujets qui m'intéressent beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. N'hésitez pas. Merci. Une question de Lionel dans la liste, je ne sais pas le nom de famille, pardon. Vas-y. Ah non, la main a été baissée, donc il n'y a pas de question de ce côté-là. D'autres interventions, témoignages, remarques ou recommandations pour qu'on soit plus pertinent? Vous l'avez compris, il y aura donc une petite plateforme numérique, pas trop chargée, qui permettent à la fois de valoriser, de trouver les informations dont on a besoin. Est-ce qu'il y aura un code d'accès ou est-ce que ce sera probablement par là? Oui, pour la page est publique. Par contre, peut-être on fera un univers où avec un petit code, vous pourrez trouver les enregistrements, ce genre de choses. Et bien sûr, nos contacts. Merci beaucoup, Madame Mansart. C'est tout à fait ce type de partage concret, directement orienté. Je pense que Monsieur Guidoni, là, c'est la main de tout à l'heure qui est levée, je crois. Monsieur Poulain nous signale que Besançon signe également la lettre. Intéressé. D'autres témoignages, d'autres remarques? Attente pour le collectif. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Selma Chouaibi, Ville de Lyon, acheteuse à la direction de la commande publique, acheteuse alimentaire plus précisément. En guise de témoignage, je reviens sur les repas végétariens. Nous, à la Ville de Lyon, donc dans nos écoles élémentaires, nous proposons, nous exigeons même 2 repas végétariens par semaine. Donc sans protéines animales, des légumineuses, des galettes végétales, et dans ce marché, dans ce magnifique marché de restauration scolaire, nous avons intégré la notion de commerce équitable sur certains produits et une exigence pour atteindre 75% de bio à la fin du marché, donc à la fin des 4 ans. Donc à notre titulaire. Aujourd'hui, c'est vrai que si je peux parler au nom de la Ville de Lyon, on est assez, on est complètement dans cette démarche, la démarche fertile, si je puis dire, car nous avons un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, notre SPASER, qui a été mis en place en 2021.
Donc, les exigences de bio, les exigences de produits locaux, le commerce équitable, nous l'avons intégré à nos marchés. Nous l'intégrons, je l'intègre à mes marchés, à tous mes marchés, j'intègre ces notions, les clauses sociales également qu'on intègre. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport, je sais que la ville de Lyon n'est pas encore signataire auprès de Max Havelaar, mais ça pourrait être très intéressant. Après, je ne veux pas parler au nom de mes élus, mais ça peut être très intéressant de se rapprocher de vous. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir des espaces de dialogue. Ne vous inquiétez pas. Sur les différentes initiatives, au coup par coup, chacun décide s'il a envie de signer, de pousser dans un sens ou dans l'autre. Là, on crée un espace de facilitation. D'autres, merci beaucoup à Madame Chambly, très, très intéressant et encore une fois encourageant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions, propositions? On avait l'idée peut-être de faire quelques réunions thématiques un peu centrées. Donc, n'hésitez pas à en proposer un sujet si vous avez un besoin sur quelque chose qui bloque. Et nous, l'équipe ici, on préparera un ordre du jour, on enverra ça et on crée un petit club de discussion d'1 heure qui se casse dans l'agenda pour que vous puissiez, de manière rapide et pratique, bénéficier des expériences des uns et des autres, voire même nous, on pourrait investiguer et trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas à remonter vers nous comme vers une plateforme aussi où ensemble, on définit les prochaines étapes. Très bien. Et peut-être tu peux remettre la petite page. Elle est ouverte, hein, Augustin? Ça y est? Ouais. Donc, elle est mal référencée. Il faut qu'on la remonte dans le référencement Google si on met fertile. Désolé, on débute, on tâtonne un petit peu, mais on va peut-être mettre quelques mots-clés. Et puis, de toute façon, l'adresse, elle, c'est fertile.org. Donc, il faut peut-être la rentrer dans la barre quand vous voulez aller voir. Et vous avez compris qu'elle s'enrichira. Et Madame Élodie Bonafou donc, nous dit qu'elle revient vers nous sur la question de la lettre d'engagement pour Poitiers. Merci beaucoup à Poitiers d'être là. Merci, Madame l'adjointe. Et puis, bien sûr, les groupes de travail, on va les dimensionner. On a déjà un peu de matériel. Vous voyez là, c'est quoi? C'est un petit enregistrement de l'adjointe au maire de Paris qui a fait un engagement 100% banane, 100% chocolat, je crois, récemment, dans le plan global. Et puis, vous aurez le récap des différents services. La carte, bien sûr. C'est ça. C'est important aussi que les gens puissent avoir un effet carte et se rendre compte. Ah bah très bien, merci. Jean Tavernier nous signale, c'est www.fertile.org et ça fonctionne pour lui. Mais merci beaucoup à toutes et tous. S'il n'y a pas d'autres interventions, merci pour votre temps précieux et à très bientôt. Donc, identifiez les mails qui vont vous venir sur ces 3 ou 4 axes pour les prochaines étapes. Une très bonne journée et à très bientôt autour de Fertile. Merci beaucoup, merci à tous et pour cette réunion et la richesse des échanges et bonne journée à tous. Merci d'être venu présent.